Aujourd'hui, Camping Car Magazine vous propose de découvrir le témoignage de Anne et Nicolas. Alors, il s'agit de camping-caristes qui étaient présents au Maroc au moment où les mesures restrictives en France ont été annoncées. Ils devaient y rester jusqu'au 30 mars, mais ils ont décidé de rapidement regagner l'Hexagone pour se confiner chez eux. Alors, comment s'est déroulé ce retour? Eh bien, c'est ce qui nous explique à travers ce témoignage. Et d'avance, nous nous excusons pour la qualité de connexion qui n'a pas toujours été parfaite. Désolé d'avance. On a su un jour par les informations télévisées que le Maroc fermait ses frontières, je crois que c'était le 12 mars. Donc ça, c'était la première alerte. Fermeture des frontières, toutes frontières confondues, plus de vols. On parlait strictement jamais des bateaux dans les infos, mais toujours des vols. Et donc on a su qu'il n'y avait plus une coupure de frontières du Maroc ferme et définitive à ce moment-là. Donc ça, c'était la première alerte. Après, on s'est retrouvé dans un camping à tout un groupe où on commençait à se poser sérieusement des questions parce qu'on a eu des infos par Radio Camping Car que certains étaient arrivés à se rapatrier sur l'Europe. Et on n'avait pas plus d'officiel. On n'a jamais eu la moindre info officielle, pour être clair. Il y a des amis à nous qui avaient réussi à rentrer chez eux, dans les Ardennes notamment, et qui avaient traversé l'Espagne facilement. Donc on s'est dit, voilà, ça c'est factuel, c'est pas Radio Camping Car. Et on était dans une fenêtre de tir à ce moment-là où on savait qu'ils avaient réaffrété, qu'il y avait des vols qui avaient été réaffrétés. Quel vol, quand, d'où, pourquoi, comment, on savait pas. On savait qu'il y avait des vols qui étaient affrétés, on savait qu'il y avait des vols qui partaient à moitié vides. Enfin voilà, c'était une espèce de bruit de fond, mais avec des informations extrêmement intéressantes et son contraire 14 secondes plus tard. En fait, on n'avait aucune information, jamais. Et chaque fois qu'on en obtenait une, exceptionnellement, on attendait le contrôle 10 minutes après. Donc en fait, le climat, c'était pas vraiment un climat d'inquiétude parce qu'on n'était pas vraiment inquiet, mais c'était un climat de doute absolument permanent. Ah oui, du jour où, donc le 12 mars, où ils ont annoncé la fermeture des frontières pour minuit, le 13 mars, c'était différent. Quand on est allé dans les magasins, on a vu les magasins, on est allé à la banque, on allait acheter des cartes téléphone, on a vu les employés avec des masques, avec des gants, ce qu'on n'avait pas vu du tout la veille. Et bon, un petit peu leur attitude un peu plus réservée que d'habitude. Par contre, on a eu vraiment des gens, par exemple dans le camping, le gérant, le propriétaire, ils nous ont dit, ils nous souhaitaient bonne chance, la main sur le cœur comme les Marocains. Donc il y a eu les deux, il y a eu les deux attitudes. Le patron du camping nous a annoncé qu'il devait fermer le camping. C'est un hôtel aussi. C'est un hôtel camping, comme beaucoup. Il nous a annoncé qu'il devait fermer, mais qu'il ne nous mettait pas dehors, qu'il nous laissait la cuisine à disposition, les frigos, toutes les installations à disposition, mais qui retirait le personnel. D'après ce qu'il nous disait, il laissait 2 personnes pour faire l'entretien, un peu le ménage, nettoyer. Il y avait une piscine, donc il y a toujours 2-3 choses à faire. Mais il fermait le camping, mais il le gardait en hibernation quelque part, avec la possibilité pour nous de rester. On a hésité longuement à prolonger le séjour, descendre à Madrid, enfin on avait plein d'options. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, allez, on va jouer sécurité, on va rentrer en France. Et il se trouve qu'on était un groupe de personnes à avoir sympathisé. Et il y a des gens dans ce groupe-là qui sont arrivés à contacter l'ambassade, qui sont arrivés à contacter la cellule de crise. On avait un copain qui parlait espagnol, qui est arrivé à contacter les compagnies maritimes. Et on a fini par savoir qu'on avait un créneau d'échappatoire possible. On a su ça un après-midi et comme quoi il fallait, en théorie, d'après les informations dont ils disposaient, qu'on quitte le Maroc à 18h le lendemain, parce que la frontière refermait. Et vous étiez où? Mais ça, c'était des informations. On était à Ouarzazate. Le port de Tangemet, qui est le port d'attache habituel, était fermé. Donc on avait cette information qui marchait pour le fret, mais pas pour les passagers. Mais il nous manquait pendant longtemps l'information que le port de Tanger, pour les passagers, était transféré à Ceuta, l'enclave espagnole. Donc quand on a su que des bateaux faisaient le transfert et qui partaient de Ceuta et qu'on avait un créneau de 24 à 48 heures pour se sauver, on a tous pris la décision de remonter d'Ardar et de sauter dans un bateau. En fait, on a attendu très longtemps la frontière, une attente totalement démesurée. Mais je crois que c'est l'Espagne, en fait, qui freinait.
Normalement, quand on arrive à Tanger-Med, on présente les papiers, le véhicule est plus ou moins scanné, mais ça va très vite. Et là, on a attendu 3-4 heures pour pouvoir passer la frontière. On a pu échanger notre billet, le même billet, donc ça, pour nous, ça a été d'une simplicité diabolique, sans surcoût, sans rien. Et par contre, même une fois qu'on a passé la frontière, on n'était pas sûr d'avoir un bateau. Enfin, on était presque sûr d'avoir un bateau, mais on ne savait pas s'il partait, quand il partait, etc. Donc en fait, c'était la frontière qui était longue à passer. Après, on a su qu'on avait un bateau le soir, il est parti avec une demi-heure de retard, mais bon, en plus, il y avait beaucoup de vent, donc ça c'est normal. Mais ça s'est plutôt bien passé. Entre le moment où on est arrivé à la frontière et le moment où on a embarqué, il s'est passé 8 heures. Mais voilà, c'est surtout la douane et l'attente du bateau qui ont pris du temps. La douane espagnole, ils cherchaient les problèmes, c'était les chiens. De voir que les gens avaient bien leur titrage pour la rage, alors que certains n'avaient pas pu le faire. Donc on sait qu'il y a des personnes qui sont allées en ville à ce étape pour chercher un vétérinaire pour avoir un papier, pour avoir le titrage qui prend peut-être plusieurs jours, je ne sais pas. Et puis il y avait aussi un tri apparemment par nationalité. Il y a des Allemands qui ont pu passer un moment plus vite que nous, et des Espagnols aussi. Alors on ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il y a eu des accords avec les autorités allemandes, on ne sait pas. Mais nous, tout d'un coup, on est passé. Mais ce qui était très, 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 très étonnant, et époustouflant même dans cette période de virus qui quand même ravage la planète, c'est qu'ils étaient très, très attentifs aux animaux de compagnie et à la rage, point à la ligne. Donc, si on leur ramène le coronavirus dans un plein bateau, ça ne posait pas de problème, visiblement. Par contre, un chien enragé, c'était beaucoup plus embêtant. Donc, c'était un peu surréaliste, cette notion-là. Après, une fois qu'on est sorti du Maroc... On a pris la mesure de tout ce qui se passait, parce qu'on n'avait pas été confiné au Maroc. On est parti avant, et en arrivant en Espagne, on a voulu changer d'argent, et puis c'est là que les policiers sont venus nous dire on n'a pas le droit de circuler à plus de 2. Il y avait personne dans les rues, ce qu'on n'avait pas vécu du tout au Maroc. Et c'est vrai, oui, c'est là qu'on est arrivé dans le problème. Dans le port, il y avait un message qui tournait en boucle, alerte sanitaire, enfin une espèce de message lancinant. On se serait cru dans un film de science-fiction qui tournait toutes les 3 minutes, en boucle, en français, en espagnol et en arabe, et qui nous disait bien attention, fermeture, rentrez chez vous. Ça faisait un peu film de science-fiction. Et là, ça faisait drôle, parce qu'au Maroc, on n'avait pas vécu ça. Ce qui rendait la situation particulière, c'est la désertification des routes. Il y avait strictement personne sur les routes. Des camions, des camping-cars, beaucoup apparemment de Hollandais, Allemands qui devaient remonter d'Andalousie, des camping-caristes français qui remontaient du Maroc, parce que là, quand même, la dominante des camping-cars au Maroc, c'est quand même surtout des Français. Et donc la file de droite était en bonne partie prise par des camions et des camping-cars et pas de voitures. Donc ça donnait un côté féerique quand on traverse les périphériques de Valence ou de Barcelone, où il y a 3 camions devant, 2 camping-cars derrière et strictement personne. Ça, c'était assez hallucinant. Par contre, le deuxième volet, c'est qu'on était très surpris de ne voir strictement aucun contrôle sur les 3000 km qu'on a fait, enfin les 2000 km qu'on a fait entre le sud de l'Espagne et notre domicile. On s'attendait à une frontière fermée, étanche, montrer les papiers de l'ambassade, alors qu'en fait, tout était d'une fluidité. Ça faisait une ambiance un peu de fin du monde, mais avec une situation qui se passait parfaitement bien, quoi. Ben, c'est un double sentiment entre l'excitation de se dire on arrive à se sauver, on vit un truc sympa de solidarité avec des nouveaux amis, et le côté de se dire que c'est assez surréaliste parce que c'est dans une situation particulière. Et c'est des sentiments très mélangés en fait. Mais c'est plus l'excitation qui l'emporte en fait. C'est plus l'adrénaline qui l'emporte que l'inquiétude. En fait, dans le groupe des 9 personnes et des 5 véhicules, il y avait les 2 catégories. Il y avait des gens un peu expérimentés du voyage, qui voyagent depuis très longtemps, et d'autres personnes qui étaient plus là pour un premier ou un deuxième voyage. Et clairement, on a vu que l'expérience du voyage, c'est ceux qui étaient expérimentés du voyage qui ont commencé sérieusement à chercher des informations. Pas nous d'ailleurs, des copains à nous qui ont cherché des informations. Mais c'est clair que l'expérience du voyage dans un cas comme ça nous a beaucoup aidés. Moi, bêtement, je comptais beaucoup sur l'inscription à Ariane pour me donner des informations. On n'en a jamais eu aucune. Mais je pense que l'expérience du voyage et cette maturité-là nous a aidés à prendre la décision, ça c'est certain. Et du coup, les gens qui avaient moins l'expérience de voyage étaient contents de suivre
de s'inscrire dans cette dynamique-là, parce que quelque part, ils étaient beaucoup plus inquiets que nous et se sentaient rassurés avec, j'allais dire, c'est pas l'expérience, mais avec des gens qui avaient déjà vécu des choses, quoi. Et on était 3 camping-cars et 2 motos. Et il se trouve que les 2 motos étaient carrément embêtées pour remonter, parce qu'il n'y avait plus d'hôtel ouvert, plus aucun restaurant ouvert, ni au Maroc, ni en Espagne. Donc faire les 3000 km à moto sans hôtel, sans restaurant, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc on a fait du coup un convoi, et on s'est organisé pour faire l'hôtel mobile des motards, quoi. Il y a déjà un prochain voyage de prévu lorsque les jours seront meilleurs? Il y en a plusieurs. Il y en a pour jusqu'à la fin de l'année prochaine, voire même après. Oui, on devait partir en Sardaigne à moto pendant 10 jours, juste à moto avec plusieurs copains pour l'ascension. Donc ça doit être tombé à l'eau. Ça va être caduc. Ouais. Après, parce qu'on change de camping-car, donc normalement au printemps, et on va avoir un camping-car 4x4. Donc on voulait aller le tester en Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Donc c'était prévu septembre, octobre. Ouais. On va voir. Et puis retourner au Maroc, mais aller plus loin aussi, c'est l'hiver prochain, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, et retour. Et puis l'Islande, et puis voilà, des tas de... On a une longue liste.